j'ai un point de vue qui va être décalé, je vais me positionner par rapport à ça. Un collègue juste avant me disait, bon, avec l'UCRIA, ça va être sympa, il va nous faire voir des vidéos, des jeunes profs, du développement professionnel, autant que faire se peut. Mais je vais essayer d'avancer un peu sur cette problématique de professionnalisation et venir à des questions plus de formation dans les établissements scolaires, de formation continue, de collectifs d'enseignants, bien sûr en phase avec les problématiques que vous avez au niveau de la réforme. Alors, je voudrais, c'est peut-être un peu présomptueux, mais en tout cas, je voudrais me repositionner en tant que chercheur, non spécialiste directement des questions de la réforme. Pour beaucoup, vous êtes plus spécialiste que moi des organisations, des éléments que ça va générer. Mais j'aimerais avoir une réflexion avec vous sur cette question-là. Non spécialiste, mais avec un point de vue particulier, celui de chercheur, me donnant aussi une certaine liberté d'expression par rapport à ce que ça peut coûter, ce que ça peut mettre en avant. Et je pense qu'on a tous à réfléchir à cette perspective-là pour que la réforme soit transformée et non pas de nouveau un obstacle qui pourrait perdre tout le monde dans un travail encore plus complexe que le travail actuel. Alors mon plan d'intervention va être en plusieurs points, j'en dessine ici 3. Revenir quelques instants sur la notion même de formation d'adultes avec des notions clés quand même qui apparaissent. J'aimerais insister ensuite sur les différentes modalités de travail collectif que je vois apparaître dans les établissements scolaires, dans les collèges. J'ai beaucoup travaillé en éducation prioritaire, mais j'essaierai aujourd'hui de m'affranchir un peu de ces établissements-là. Ils ont peut-être des moyens supplémentaires, physiques ou humains, mais ils sont souvent quand même des incubateurs tout à fait excellents, avec de l'innovation, des nouvelles façons de faire. Et j'y trouve régulièrement du grain à moudre par rapport à mes propres recherches. Mais je crois qu'il faut effectivement sortir de cette problématique pour éviter le tropisme de l'éducation prioritaire, mais aussi voir des potentiels de généralisation. Je présente ces travaux avec la chaire UNESCO dans d'autres pays et beaucoup y trouvent au Liban ou ailleurs des pistes prometteuses pour leur propre formation, même dans des contextes très différents. Je voudrais donc vraiment insister, j'ai été vraiment touché ce matin de voir la responsable donc, de la DGESCO, Madame la directrice de la DGESCO, insister sur la notion même d'établissement solidaire qui ne me semblait pas forcément quelque chose d'acquis. Et il me semble que là aussi on peut s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire qu'un établissement solidaire dans une culture qui est quand même souvent dans le second degré plutôt individuelle et disciplinaire. Comment construire ces collectifs enseignants avec des pas de côté peut-être par rapport à sa propre discipline, sans pour autant, bien évidemment, la dénigrer ou au contraire rogner les angles, mais aussi créer cette alchimie interdisciplinaire qui est nécessaire, à mon avis, dans ce genre d'établissement, avec une certaine confiance, une certaine solidarité. Je commence donc sur cette notion de formation d'adultes. Rappelez peut-être des truismes ou des éléments que vous connaissez assez bien. J'en profite ici pour, dans l'actualité, insister sur la dernière livraison du dossier de la veille scientifique de l'IFE sur le développement des compétences en milieu professionnel. Ça vient juste de sortir. J'ai eu la chance de lire cela en relecture il n'y a pas très longtemps. Ça m'a tout à fait intéressé. Ce n'est pas forcément sur l'enseignement, mais il y a plein d'éléments même sur la façon de piloter des équipes, de construire des organisations. Et il me semble que c'est un document qui tombe à point nommé par rapport à ça, le développement de compétences en milieu professionnel. J'imagine que c'est suffisamment visible là-haut pour pas que j'énonce à chaque fois. Et un des éléments clés par rapport à ça, c'est vraiment cette formation d'adultes, encore plus peut-être que par rapport aux enfants, qui va être totalement en écho par rapport à une histoire, une expérience des préoccupations d'adultes en formation, d'adultes au travail. Et là, alors bien sûr, tout le monde a déjà entendu ça, mais parfois on s'aperçoit que dans notre précipitation, dans notre organisation même des dispositifs de formation, on oublie ces adultes au travail. Un dispositif de formation devrait être ouvert aux deux bouts, c'est-à-dire en prise directe avec les préoccupations des collègues que nous formons, des pairs, des collègues, mais aussi en essayant de les tirer vers le haut, peut-être le déstabiliser un peu, mais pas trop, pour pouvoir leur proposer de nouveaux projets, pour qu'il y ait réellement de l'émancipation par rapport à leur situation. Donc ici, il y a forcément, à partir d'eux, pour pouvoir progresser avec eux, mais sans les oublier en route. Et c'est vrai que là aussi, je ferai des remarques récurrentes, mais vous les ferez vous-même, la réforme peut générer également des prescriptions qui vont être difficiles à tenir, et qui, si elles ne sont pas suffisamment explicitées, si on ne voit pas ce qu'on va gagner dans la situation, peut perdre des collègues alors même qu'elles sont là pour la réussite de tous les élèves. Et il faudrait éviter, en voulant faire réussir tous les élèves, qu'on mette des enseignants en échec
en décrochage par rapport à des situations qui vont peut-être leur échapper à un moment donné. Bon, c'est peut-être un peu schématique, mais je vais insister un peu là-dessus. Pour des chercheurs comme Patricia Remousnard, elle insiste de plus en plus sur le fait qu'il n'y a plus de lignes de démarcation très claires entre les temps de formation et les temps de travail dans beaucoup d'entreprises, mais maintenant de plus en plus aussi au niveau de l'enseignement. La formation initiale n'est pas toujours marquée aussi nettement. On voit des alternances intégratives se mettre en place. On voit de plus en plus donc de frontières poreuses et de cercles vertueux entre le travail et la formation, avec parfois beaucoup d'apprentissage sur le travail. Bien sûr qu'il va falloir didactiser, comprendre comment on peut, à partir du travail, se former au travail, ce qui ne veut pas dire que la formation initiale n'est pas importante, mais elle n'est pas suffisante pour pouvoir, en tout cas, faire ses premiers pas professionnels. C'est en tout cas le chantier que je mets en place depuis plusieurs années, une décennie, voire plus, mais également par rapport à la mise en place de nouvelles complexités, de nouvelles dispositions à travailler. Il va falloir poursuivre de la formation continue, de l'accompagnement, du soutien. On arrive ici à cette notion américaine, en tout cas qui a été largement utilisée, le workplace learning, où il y a une sorte de dialectique qui se construit entre l'individu, le collectif et l'environnement. Il me semble que la réforme du collège va bien sûr être directement en écho par rapport à ça et interroger comment chacun des individus va pouvoir trouver sa place pour construire ses collectifs ou non dans des environnements de travail qui vont être plus ou moins favorables à ça. Et il y a des marges de manœuvre, il y a des autonomies d'établissement. Il y a des chefs d'établissement, il y a des politiques locales mais aussi nationales, donc on pourrait parler de prescriptions premières et secondaires qui vont pouvoir favoriser l'émergence de situations très favorables par rapport à la mise en place de la réforme et d'autres lieux où ça va être plus compliqué. Donc ici, c'est pour moi, en tant que chercheur, l'étude de ces configurations et des conditions de travail qui vont pouvoir soutenir, favoriser ou empêcher l'engagement des acteurs dans une dynamique d'apprentissage. Et dans les années à venir, il va falloir regarder de près pour comprendre les effets générés et repérer éventuellement les pistes prometteuses, les configurations qui sont optimales. Madame Robin ce matin parlait des bonnes pratiques. Je me méfie de cette notion de bonnes pratiques, mais malgré tout, lorsqu'il y a des pratiques d'excellence, des pratiques qui semblent relativement intéressantes et stimulantes, il va falloir réfléchir à la façon de les didactiser pour en faire éventuellement des ressources de façon plus générique. On ne passe pas comme ça, on n'apprend pas une bonne pratique ou on n'assimile pas une bonne pratique, mais on peut en faire une ressource et éventuellement par des ressources vidéo, par des analyses d'activités sérieuses, on peut imaginer une sorte de pollinisation, de généralisation d'un certain nombre de pratiques. Et j'aimerais ici reprendre les propos d'Yves Clos, qui travaille dans le même sens que moi par rapport à cette notion de travail réel, de travail prescrit, travail réel, que vous connaissez pour la plupart. C'est ici, enfin, pour être un peu synthétique, il y a forcément des prescriptions qui définissent un travail, des tâches, des compétences, etc. Et ensuite, vous avez un acteur au travail qui, le mieux possible, essaye de répondre à ces prescriptions, mais parfois avec des détournements, avec parfois des difficultés, avec parfois des frustrations. Et ça, c'est dans tout métier, dans tout apprentissage humain, c'est anthropologique d'avoir ce décalage entre la prescription et le réel. Et ce qui nous semble intéressant pour nous, c'est de comprendre un peu ces écarts et de voir comment on peut mettre en place des accompagnements, des soutiens permettant de tendre vers la prescription. Et même Yves Clos insisterait sur le fait que parfois, les travailleurs font autre chose que le travail pour pouvoir répondre au travail et faire au mieux par rapport au travail. Tellement, des fois, il y a des stratégies de contournement pour pouvoir à la fois rendre compatibles des normes de viabilité personnelle, mais aussi des normes institutionnelles liées à leur propre travail. Donc ici, je trouve que la citation est assez intéressante. La fatigue nocive n'est pas celle qui résulte des efforts à fournir pour accomplir une tâche, mais celle de tous les efforts qui ne vont pas au but, qui génèrent une insatisfaction car la qualité est empêchée. Là aussi, il me semble que dans tous les établissements de France, dans tous les collèges, cette notion de qualité, cette capacité à reprendre la main sur son travail et de faire de la réforme des bonnes raisons d'agir collectivement, il va falloir être très diplomatique, mais il y a effectivement un challenge énorme à ce niveau-là. Donc il va falloir concevoir ces dispositifs d'accompagnement des collectifs pour la mise en place de cette réforme. Cet écart entre le travail prescrit et le travail réel, c'est tout le travail, par exemple, toute la conception de Néopass Action sur cette plateforme de vidéoformation qui date maintenant depuis 2010 et qui a été au départ assez décriée, qui est maintenant un outil parmi d'autres, un outil presque banal, ordinaire,
Et on est bien sur l'écart entre les formations idéalisées des formateurs dans les IUFM à l'époque et le travail réel des enseignants. Il me semblait intéressant de réduire l'écart, de montrer du réel pour ensuite comprendre comment le réel pouvait se transformer par petits pas dans une sorte de transformation progressive, faisant que les formateurs eux-mêmes pouvaient identifier le développement professionnel potentiel des collègues et à partir d'une activité, voir les bourgeons en germe de cette activité pour accompagner ce développement. Et il me semble qu'ici, on est bien dans cette perspective-là, où il va falloir accompagner les collègues, voir les pistes prometteuses et les accompagner dans cette perspective-là, avec des indicateurs sérieux et non pas simplement des fantasmes ou de l'idéalité. Alors, si je viens maintenant à une échelle plus internationale, puisque je me rapproche progressivement de la formation en établissement, depuis des décennies, ces notions même d'établissement formateur, de lieu d'organisation apprenante, ont été en tout cas interrogées. Je fais ici mention, j'ai vu ce matin qu'il y avait des collègues qui étaient en anglais, donc je me permets quelques verbatim en anglais ou quelques références en anglais. Les lesson studies en mathématiques sont assez emblématiques de ce chantier en cours de développement. En 1999, les États-Unis ont eu de très mauvais résultats par rapport au niveau international et se sont interrogés pour rénover, réfléchir à nouveaux frais par rapport à l'enseignement des mathématiques. Ils sont allés aussi au Japon voir comment les collègues travaillaient. Je le fais de façon assez grossière, mais ces collègues prennent du temps dans des équipes disciplinaires pour identifier un problème, une thématique prioritaire sur l'année. Ça peut être des questions de décrochage d'élèves, de problèmes, de difficultés par rapport à des questions de numération, enfin un problème de mathématiques pour le cas, disciplinaire. Proposez ensuite des plans de leçons, construisez ensemble des plans de leçons, des scénarios d'élèves, des scénarios d'intervention par rapport aux difficultés probables des élèves, donc tout un travail d'anticipation didactique et pédagogique. Ensuite, un volontaire et les volontaires changés, prenez en main la leçon avec les observateurs qui, à ce niveau-là, notaient à grain fin, analysaient les situations. Et vous pouvez lire dans les verbatim ici que la grande difficulté des enseignants, c'est d'être capable d'observer une classe, une intervention d'un autre collègue. On reste sur des traits de surface, on repère des charismes, on repère des compétences a priori, mais on a beaucoup de mal à identifier les fils invisibles de ce qui fait tenir la situation, les rapports subtils entre l'individu et le collectif, les notions d'éducation, d'éthique en acte en même temps qu'on est très fort sur le curriculum. Il y a plein d'ingrédients qui constituent le travail expert des enseignants. Il faut pouvoir déchiffrer cela avec peut-être des grilles, avec une certaine acuité qu'il est nécessaire d'acquérir. Et les enseignants n'ont pas forcément cette acuité-là. Ils sont bercés par leur propre monde ambiant et leur propre doxa et ont beaucoup de mal à analyser vraiment l'activité enseignante. J'en ai pour preuve mes interventions que je fais auprès de mes normaliens qui au début voient une activité transparente et invisible et au fil des heures on commence à comprendre qu'il y a des gestes professionnels, qu'il y a des équilibres subtils entre des dimensions qui leur ont échappé complètement et qui font sens pour eux et qui peuvent être des arguments ou des ingrédients robustes ensuite pour leur propre professionnalisation. Bon. Donc on a ici tout un travail suivi à l'année d'une équipe qui s'intéresse sérieusement à une question et qui va la prendre comme une sorte de fil conducteur, de fil rouge, de problématique tout au long de l'année. Et on peut imaginer que dans les établissements, avec la réforme, il y ait comme cela des thématiques qui apparaissent cruciales et qui vont être interrogées à nouveau frais avec des moyens qu'il va falloir construire. Ici, c'est Rossella Santagata qui travaille en Californie, qui est intervenue sur notre chère UNESCO, qui elle aussi, en mathématiques, part d'une définition de l'objectif d'apprentissage, observe énormément les élèves, les activités des élèves. Ça nous influence nous-mêmes par rapport à notre façon d'avoir construit des ressources de vidéo-formation. Prend le temps avec les collègues d'analyser les séquences pour proposer ensuite des renégociations, des remédiations, etc. Donc là aussi, c'est un cercle assez classique, mais qui montre ici tout le travail d'analyse de pratique qui se joue à grande échelle, à l'échelle de l'établissement et non pas simplement à l'échelle de la formation initiale. On est sur de la formation continuée, sur de la formation différée. Il me semble que là, ce sont les collectifs qui s'emparent de ces outils-là. Et dans quelques secondes, je vais vous montrer comment, de mon côté, j'essaye d'expérimenter de nouvelles méthodologies en établissement par rapport à ça. J'en arrive ici à ce point qui me semble important. Nous sommes dans une transformation du travail enseignant. On a dit également ce matin, ça a été évoqué plusieurs fois, une professionnalité en mouvement,
avec certainement une nécessité de se former de plus en plus au travail, sur le lieu du travail. Dès que l'environnement professionnel change, c'est plus la formation initiale qui est peut-être convoquée, c'est peut-être pas non plus les formations individuelles qui sont peut-être trop satellitaires, faisant que ça n'a pas d'impact dans l'établissement, mais c'est peut-être des formations in situ, réduisant un certain nombre de frais, mobilisant des équipes, à condition bien sûr que les chefs, les responsables en tout cas de ces équipes, arrivent à être convaincants par rapport au sens de ce qu'on va gagner en termes de réussite des élèves, mais aussi de maîtrise et de plaisir à travailler des enseignants. C'est quand même un élément très important. Donc je vais essayer de vous décrire en quelques traits des modalités que je vois apparaître dans beaucoup d'établissements en tant qu'observateur de ces situations de travail collectif. Et ces modalités apparaissent sous l'influence de nouvelles prescriptions. Je vais en décrire 4. Je vais parler des coordinations, et je me réfère ici aux travaux de Tardif, Marcel Duprier et Périssé Bagnoux, qui insistent sur des coordinations d'activités. On n'est pas dans une situation où les professionnels interagissent en même temps dans une classe, mais on voit qu'il y a une coordination des actions de manière indirecte. Par exemple, les enseignants d'une même classe, mais à des temporalités différentes, avec les élèves à des moments différents. Ensuite, ils insistent sur la notion de collaboration qui correspond à de l'interdépendance des actions dans un espace partagé. Ça peut être ici des co-interventions, on va en parler. Et ensuite, ils font une distinction entre une collaboration qui reste peu réfléchie, de façon relativement informelle, avec une coopération qui sera beaucoup plus sophistiquée, avec une convergence, avec une synchronisation d'actions effectives par rapport à un projet commun. Et moi, j'insisterai sur le fait que ces 3 modalités de travail favorisent du co-apprentissage des situations professionnelles pour les enseignants en présence, mais pas seulement des enseignants, dans le premier degré, mais aussi dans le second degré. Il y a d'autres acteurs, d'autres membres de l'équipe éducative qui interviennent. Et j'essaierai de voir qu'on peut même ensuite didactiser des situations professionnelles pour augmenter encore cette valeur ajoutée en termes d'apprentissage. Alors, je ne sais pas si vous avez un tout petit peu d'eau, éventuellement. Si c'est possible, hein, mais éventuellement ce soir, si... merci. Donc, je vais ici prendre quelques études de cas pour donner un peu de chair à mes interventions. Ça va peut-être vous déranger un peu ou trouver que c'est un peu trivial, mais j'essaie de travailler comme cela au plus proche de l'action et de partir des enseignants. Là, je vais m'intéresser à cette première coordination. Si vous voyez cette taxonomie que j'ai essayé de créer ici, coordonner ces actions entre enseignants. Et je vais revenir sur quelque chose qui peut sembler complètement dérisoire, complètement dépassé, mais peu importe. C'est pas du tout dépassé, d'une part, je pourrais argumenter assez longtemps, de cette situation, et là on parle bien d'organisation scolaire dans un établissement difficile, et c'est pratiquement la première et dernière fois que je parlerai d'établissement difficile. Super, merci bien. Avec un principal qui m'a ouvert les yeux sur l'effet chef, et ce principal depuis travaille à la DGESCO, et je ne sais pas pourquoi, je crois qu'il est un peu au cœur de la réforme actuelle. Et j'avais été assez admiratif de voir l'ensemble des paramètres, des clés qui pouvaient organiser le travail des chefs d'établissement et qui avaient des conséquences sur l'organisation même, à la fois du travail des enseignants, mais aussi des élèves. Et en quelques années, je dirais même quelques mois, l'établissement avait complètement changé. C'était transfiguré en termes de résultats scolaires, mais aussi d'ambiance de classe. Et ce cours porte ouverte est anecdotique, mais je vais un peu plus loin. Vous avez donc un principal qui insiste sur des éléments. J'étais à la pré-rentrée, comme je le fais souvent dans les établissements quand je fais des suivis longitudinaux. Ne restez jamais seul. Il parlait ici aux professeurs débutants. Faites cours porte ouverte pour qu'on puisse intervenir au moindre problème. Une jeune collègue, Élise, qui était en 2e année, disait « Je le vivais très mal au début, c'était un regard intrusif sur mes propres difficultés, je fermais la porte quand ça allait mal. C'est une mesure qui a été prise parce qu'il y avait des problèmes dans les couloirs, et là, 2e année, je joue mon rôle de policier. On est 3 dans le couloir pour intercepter un élève qui prend le sens interdit, il y avait des organisations dans l'établissement. Ça représente une force collective, l'impression d'être à plusieurs tout le temps. » Alors, je ne vais pas aller trop loin, mais moi, ce qui m'intéresse au-delà de ça, c'est de comprendre tout ce qui se joue dans cette activité complètement ordinaire. À la fois, donc, c'est une analyse du double point de vue de la situation de la prescription, qui n'est pas une prescription première. Là, on peut insister sur le fait que c'est anecdotique, et que ça n'a pas beaucoup d'incidence. Mais toutes les organisations qui vont être mises en place pour la réforme peuvent avoir ce genre de conséquences sur l'expérience même des débutants, des plus chevronnés, etc.
et donc l'expérience professionnelle. La prescription, participer à des missions éducatives à l'échelle de l'établissement, ne pas rester seul, les dilemmes vécus par l'enseignante, masquer ses propres difficultés en tant que débutante, avec un sentiment de culpabilité, mais aussi accepter à un moment donné progressivement de se professionnaliser et de montrer des fois des difficultés dans le contrôle des élèves. Et on voit ici ce dilemme emblématique du travail enseignant entre enseigner et éduquer pour des enseignants du second degré qui ont plus l'habitude d'être quand même sur ces aspects d'enseignement et moins sur les aspects d'éducation, ce sale boulot qu'ils auraient tendance à déléguer à d'autres personnels de l'établissement. On voit ici à la fois des coûts et des bénéfices. L'impression que ce sale boulot, excusez-moi, c'est une citation d'un chercheur, réduit le temps passé sur les apprentissages, le sentiment également d'une perte de liberté pédagogique, mais on voit aussi des bénéfices par rapport à la réduction objective en 2 ans d'agitation dans les couloirs, et je dirais presque moins de 2 ans, et le sentiment d'appartenir progressivement à une équipe éducative, de pouvoir s'appuyer sur cette force collective. Alors c'est peut-être un peu trop détaillé, mais ça montre ici que cette coordination de bas niveau, qui correspond à une articulation des activités, ça génère quand même un tissage de relations interindividuelles faisant qu'on appartient à une équipe, qu'il y a pratiquement le département des lettres ou du français avec des collègues qui s'entraident par rapport à des problèmes de gestion de classe, mais qui ne lâchent pas, bien sûr, l'exigence qui était la leur au niveau des contenus d'enseignement. Voilà un exemple d'une situation qui correspond à une petite prescription, mais on voit ici des effets qui peuvent être assez énormes sur la façon de vivre pour ces enseignants la prescription. Alors, je pourrais passer, j'aurais plein d'exemples comme ça à vous donner. On pourrait s'intéresser à l'intervention, à la co-intervention en classe ou à la co-animation, comme diraient les enseignants, qui est souvent une co-animation ou une co-intervention, je dirais, pas forcément bien pensée, relativement informelle. Et moi, je voudrais réfléchir avec vous sur la façon dont on pourrait passer de la collaboration, qui serait de l'ordre de la coprésence, à de la coopération, complémentarité des actions, avec beaucoup plus de pertinence et de consistance d'un point de vue des contenus d'enseignement. Là aussi, il faudrait prendre le temps d'analyser les situations. De la prescription, par exemple, qui pourrait être de l'ordre d'un travail en équipe sur un thème transversal, et on retrouve ici potentiellement les EPI. La mise en place de séquences individualisées pour les élèves, mais aussi des dilemmes pour les enseignants qui ne sont pas forcément tous habitués à travailler comme ça, entre imposer son propre style à la Yves Clos ou accepter d'autres styles d'enseignement, poursuivre des objectifs d'autonomie pour les élèves versus assister en permanence les élèves. Et on a vu, en tout cas Anne Armand avait insisté parfois sur cette assistance permanente des élèves qui ne travaillaient plus et qui attendaient que les enseignants viennent à leur secours dès qu'il y avait la moindre difficulté. Donc finalement, ça pouvait créer l'effet inverse par rapport à ce qui était généré. Là aussi, ce sont des éléments qu'il faut arriver à repérer sur le terrain. Ici, je ne vais pas être trop long. Le coût, mobilisation de 2 enseignants, bien sûr, pour un chef d'établissement, ça crée quand même une transformation même de la logique même de répartition. Je ne suis pas suffisamment technique pour en parler mieux que vous. Multiplication des temps de concertation en amont et en aval, là où ça c'est un vrai problème. Lorsqu'on veut professionnaliser une co-intervention, il va falloir passer énormément de temps, et j'ai bien entendu ce matin également que tout ce qui est très prometteur dans la réforme, ce travail collectif, va augmenter encore le temps de concertation. Comment faire pour arriver à rendre cela viable, pour que les collègues y voient le sens, acceptent des heures supplémentaires en termes de préparation, sans avoir l'impression de perdre leur propre liberté individuelle, et sans avoir l'impression d'être tout le temps en réunion dans des situations qui pourraient vraiment devenir assez vite coûteuses pour eux et inconfortables. Meilleure compréhension des difficultés des élèves. Lorsqu'on est à 2 dans la classe, c'est vraiment la possibilité peut-être de donner un rôle particulier de pilotage à un enseignant et d'avoir des temps d'observation, de comprendre les micro-étayages didactiques. Mais c'est aussi, dans certaines situations difficiles, une façon de mieux contrôler les élèves. Et c'est potentiellement une situation de co-apprentissage. Donc si j'avais à résumer de la collaboration qui serait à bas bruit à une coopération plus ambitieuse, si vous voyez la distinction qui a été faite par les chercheurs que j'ai cités précédemment, on voit qu'il y a un certain nombre de prérequis. Il faut construire une confiance mutuelle. Et je vais beaucoup insister sur cette bienveillance, sur cette éthique nécessaire dans ces situations de travail à plusieurs. Sur un cadre pédagogique et didactique commun. Et on l'a vu ce matin, j'ai beaucoup apprécié les différentes interventions des inspecteurs généraux qui ont exemplariser des possibilités de travailler sur une notion, une compétence en mathématiques et de voir le potentiel pour d'autres matières dans le croisement disciplinaire que cela nécessite. Mais c'est du travail. Et là, donc, un cadre commun pédagogique et didactique, ça va être coûteux en termes de préparation. Connaissance mutuelle des élèves,
Double légitimité auprès des élèves, parce que quand on est avec un collègue qui est un peu en difficulté ou qui est moins crédible ou qui a plus de difficultés, ça va créer une asymétrie dans la relation avec les élèves. Et puis les statuts, débutants, référents, capétiens, agrégés, novices, experts, etc. Si ceux-ci apparaissent directement, si le collectif n'est pas suffisamment soudé en gommant ces distinctions-là, ça va également poser problème. Il y a des enjeux à ce niveau-là, c'est de construire des normes professionnelles. Je prendrai volontiers ici les références à Éric Prérat qui insiste sur des normes personnelles qui pourraient être des normes d'arrangement ou de convenance personnelle par rapport à une classe, et ensuite des normes interindividuelles où il va falloir accepter de comprendre les normes d'autrui, de s'apercevoir qu'elles ne sont pas les mêmes que les miennes, pour construire ces modus vivendi de ces normes qui vont devenir des garanties par rapport aux prescriptions et proscriptions, aux contraintes et aux libertés de chacun, mais il va falloir faire ce travail de construction qui n'est pas du tout évident. Donc, et aussi, l'un des enjeux, c'est d'éviter de niveler par le bas les exigences scolaires. Alors, c'est une vraie problématique et je rentre de plus en plus dans mes travaux de recherche. J'essaierai de vous laisser vraiment du temps pour que vous puissiez réagir. Je suis de plus en plus convaincu que dans le second degré, avec cette réforme qui arrive, il va falloir se serrer les coudes, pas simplement dans les établissements difficiles. Et d'ailleurs, assez paradoxalement, même dans les établissements difficiles, il n'y a pas de culture d'établissement si construite que ça. On s'aperçoit qu'il y a des huis clos individuels. Là aussi, c'est des débats que j'ai régulièrement avec des gens qui ne sont pas d'accord du tout avec moi. Le but, c'est pas non plus d'homogénéiser les pratiques, mais c'est à minima d'avoir des repères communs sur des attentes, sur des normes, sur des seuils de tolérance par rapport aux élèves, sur le travail à la maison, sur des questions même de rituels, de mise en activité, de différenciation pédagogique, de travail sur les îlots, sur des groupes bonifiés, enfin, tous ces thèmes qui sont des thèmes centraux par rapport à l'apprentissage des élèves, on peut imaginer qu'il y a un minimum de culture commune, de connaissances en commun, de référentiels en commun, pour que les collègues ne soient pas seuls à essayer de bricoler dans son coin, mais au contraire que ce soit un projet collectif qui interroge vraiment avec exigence les effets, avec non pas les outils que j'ai mobilisés tout à l'heure, mais en essayant de repérer les conséquences, les coûts, les bénéfices, ce que ça coûte et qu'est-ce qu'on va pouvoir gagner par rapport à ça. J'insiste, et en tout cas, il me semble que ça a été très clair ce matin, une des clés majeures de l'amélioration des systèmes éducatifs, c'est vraiment de s'intéresser prioritairement à la réflexion et à l'analyse des pratiques pédagogiques et à cette transmission des savoir-faire. Je suis ravi de voir que progressivement, de plus en plus, on revient au cœur du métier, qui est vraiment l'apprentissage des élèves et les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir favoriser ces apprentissages des élèves. Et maintenant, à partir de là, je voudrais considérer qu'il y a des situations à plusieurs qui vont être potentiellement des situations où chacun va pouvoir apprendre. Et j'aime beaucoup l'expression de Patrick Mayen dans le co-apprentissage, il insiste sur le fait qu'il y a des situations qui sont exemplaires et qui vont permettre à chacun de pouvoir apprendre. Il y a, alors peut-être que ça peut être des situations qui vont être directement liées à la réforme du collège, sur les EPI, etc. Des moments particuliers qui vont peut-être devenir les thématiques, les fils rouges, sur lesquels à la fois on va pouvoir s'interroger sur les apprentissages des élèves, mais on va également comprendre comment ces enseignants vont construire ces normes, comment on va pouvoir avoir doublement, conjointement, un apprentissage de part et d'autre. Patrick Mayen, que vous pouvez retrouver sur la chaire UNESCO, qui a fait une belle conférence, qui a beaucoup, en tout cas, interrogé et, en tout cas, stimulé les collègues qui étaient là par rapport à ces questions de situation professionnelle apprenante. Alors, les expérimentations en cours, c'est vraiment dans une perspective de formation continue durable en établissement, solidaire et durable. Je voudrais dire ici que la notion même d'apprendre, apprendre tout au long de la vie, du développement professionnel tout au long de la vie, tout au long de la carrière, c'est quelque chose qui m'anime de plus en plus. J'ai beaucoup travaillé au départ sur la vidéo formation en formation initiale. Bien sûr que maintenant, dans la perspective de la réforme, on sera plus seulement sur les enseignants débutants. C'est tout le collectif enseignant et les autres personnels qui vont être concernés par ça. Mais on peut imaginer que ces ressources vidéo, quelles qu'elles soient, que ce soit les bonnes pratiques évoquées ce matin dans certains établissements, que ce soit des pratiques exemplaires ou marginales, il me semble que l'intérêt d'avoir des référentiels va nourrir la curiosité et la réflexion autour des pratiques pédagogiques. Et il me semble ici que de voir autrui en vidéo, c'est une façon de réinterroger, sans risque, sa propre activité.
Et lorsqu'on va avoir un collectif qui va travailler sur un thème qui ne va pas oser dans un premier temps montrer sa propre activité. J'insiste beaucoup pour les établissements qui sont plutôt relativement sereins, qui n'ont pas beaucoup l'habitude de la formation, qui n'ont jamais travaillé sur de la formation continue, en collectif, qui pourraient être complètement réactifs par rapport à ce genre de situation. Mais de montrer à voir l'activité d'autrui, c'est déjà une façon de mettre les gens en mouvement, d'envisager donc des réflexions sur sa propre activité en regardant l'activité d'autrui. Il y a toujours une sorte ici d'ubiquité. Lorsqu'on regarde un film, rapidement on se projette dans l'activité, ou en tout cas dans les trajectoires même des acteurs. On fait la même chose d'un point de vue professionnel, et on peut imaginer ici comprendre un certain nombre d'éléments, que ce soit en individuel ou au contraire en groupe. Donc apprendre de l'activité d'autrui, d'une activité tierce. C'est un premier niveau possible. Ensuite, une autre piste possible, je vous montre ici des variations possibles par rapport à l'apprentissage en établissement, c'est de proposer aux collègues des traces de leur activité. Pas forcément de la vidéo qui peut perturber, même si actuellement, lorsque je fais une présentation dans un établissement et que je propose ma méthodologie, j'ai 30% d'enseignants qui acceptent quasiment de suivre un dispositif et qui sont prêts à s'embarquer dans une expérimentation avec potentiellement la vidéo. Donc c'est pas du tout quelque chose qui effraie totalement, et les nouvelles générations masterisées ont beaucoup plus l'habitude maintenant d'étudier des cas vidéo et d'avoir eu des feedbacks sur leur propre activité. On peut travailler sur des traces écrites, sur des récits, on peut travailler sur des photos, quelques photos fugaces d'arrière-plan, sans gros plan, et après on peut progressivement les amener vers des traces d'activité. On ne fait pas de belles images, on a simplement des feedbacks sur sa propre activité. On n'aime pas être filmé, moi-même non plus, mais on peut quand même progresser, avoir une conscience élargie, plus lucide, plus d'acuité par rapport à ces situations-là. Après, bien sûr, une piste très prometteuse sur laquelle on travaille également, c'est de comprendre aussi les expériences et les activités des élèves. Dans la construction actuellement d'un néopass pour le supérieur, pour la pédagogie du supérieur, on travaille beaucoup sur l'expérience des étudiants, l'activité des étudiants, en se focalisant moins sur l'intervenant que sur les personnes qui reçoivent et qui interprètent le message de l'enseignant ou de l'universitaire. Il me semble que là, c'est une piste tout à fait intéressante. Et puis après, de travailler également sur, comme je l'ai montré avec mon cours Porte Ouverte, les organisations du travail, groupes bonifiés, îlots, etc. Plusieurs solutions possibles. Donc là, il y a une palette de médias, d'artefacts, de ressources qui potentiellement peuvent être utilisés, et d'autres, bien évidemment. Il y a des collègues qui travaillent sur du théâtre forum, sur un certain nombre d'autres modalités d'expression qui peuvent être tout à fait prometteurs. Et là-dessus, il faut être très ouvert par rapport aux modalités. Je travaille personnellement plutôt avec mes équipes sur des questions donc, de vidéoformation. Alors je vous montre qu'est-ce que ça donne concrètement, ces observations croisées et ces débriefings flash dans les quelques minutes qui viennent, avant de vous laisser réagir. Nous avons construit un parcours d'observation, de méthodologie d'analyse vidéo entre pairs, et avec des formateurs internes. Là aussi, hein, c'est un choix possible de commencer à professionnaliser des collègues en interne qui vont devenir des accompagnateurs, qui vont avoir un rôle d'accompagnement, de relais, de témoin, de support de ces méthodologies-là. Et vous connaissez tous dans les établissements des collègues qui sont prêts à faire ça et qui peuvent en plus se passionner pour ces questions-là, sans devenir de petits chefs. On peut imaginer cette professionnalisation en interne de collègues. Ce ne sont pas des cadres intermédiaires surplombants, ce sont des pairs qui vont pouvoir aider à l'accompagnement, non pas des débutants, mais de l'ensemble des collègues, sur les thèmes qui nous intéressent pour la réforme. Mais ça peut être aussi des formateurs externes, d'une académie, d'un réseau, d'un bassin, etc. Là-dessus, il faut réfléchir pour essayer de trouver cette combinaison astucieuse entre les formateurs internes, externes, les inspecteurs, les chefs d'établissement. Et là, il faut à nouveau frais combiner un peu cette perspective-là. La méthode, elle se veut écologique, c'est-à-dire respectueuse des contraintes des professionnels. Cette méthode, elle se veut simple d'utilisation. Ce n'est pas un universitaire qui vient faire de la recherche, ce sont des outils qui sont dédiés aux professionnels, et ces professionnels se sont réappropriés les outils en les bricolant à leurs mains. Il faut que ces professionnels voient du gain potentiel pour leurs propres apprentissages à court terme, et non pas pour s'inscrire dans une sorte de modalité de professionnalisation qui pourrait prendre 3 ans, 4 ans avant de voir le moindre progrès. Avec un longitudinal, un suivi, une possibilité de dire stop,
mais également un cadre éthique très fort de non-jugement des personnes et de mise en avant du potentiel de transformation des activités observées. On n'est pas là pour juger des collègues, on est là pour juger une situation et une activité qui a été proposée sans culpabilisation par rapport aux personnes. C'est pas facile, mais quand on tient ce discours et qu'on a ici, on peut construire des réflexes et des façons de faire entre enseignants. Alors, ça donne très concrètement ce genre de situation. Vous avez ici une codétermination d'un thème d'observation qui pourrait être ceux de la réforme, ceux d'un élément particulier de la réforme, dégager un thème prioritaire. Alors ça peut être, lorsqu'on est plutôt avec des débutants qui veulent être soutenus, c'est l'observé qui dit sur quel thème il veut travailler. Ça peut être par exemple la transition entre l'activité individuelle et collective des élèves, pour comprendre le moment de décrochage, le moment de réinstitutionnalisation. Tous les thèmes sont ici envisagés, et pas simplement la mise au travail des élèves, qui est souvent le thème premier convoqué par les enseignants, mais régulièrement on essaye d'impulser une suite pour passer sur ce thème-là s'il est prioritaire, et ensuite passer à d'autres thèmes. Se mettre d'accord sur les moments à filmer, informer les élèves de l'enjeu, sans bien sûr pointer du doigt les personnes, mais en parlant du projet collectif, recueillir seulement sur une tablette quelques extraits vidéo, et anticiper après une sorte de débriefing avec un certain nombre d'étapes que je vous présente ici. Ce qui donne, c'est souvent dans le feu de l'action, juste après le cours, c'est parfois en quelques minutes. Donc il faut que le débriefing, ça ne soit pas un entretien de chercheurs qui va durer des heures, mais c'est quelque chose qui va être écologique et viable dans la situation. Et on a plein d'établissements qui sont en train de tester ces modalités-là. Il faut que ça soit au fil de l'eau, viable, bien sûr avec un respect de conventions et de méthodologie. Je vais être un peu pénible, excusez-moi, je suis un peu rigoureux à ce niveau-là. On va, dans un premier temps, essayer de co-décrire la situation d'un point de vue objectif, sans juger, bien évidemment. On essaye de repérer l'ambiance de la classe, les actions, les attitudes des élèves, les réponses des élèves. On peut même imaginer qu'on ait récupéré un certain nombre de traces écrites des élèves. D'un point de vue subjectif, on essaye de mettre en mots l'expérience de l'enseignant qui intervenait, et aussi de l'observateur qui a aussi une expérience particulière du point de vue d'observateur. Donc là, il y a tout un travail ici où on va essayer de mettre en avant, de décrire la situation et de ramener un certain nombre d'indices qui ont pu échapper à la personne qui était observée. Avec toujours ici un entretien, une méthodologie d'entretien, tu es attentif à quoi, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, etc. Et puis à un moment donné, on essaye de comprendre les intentions ou les préoccupations de l'enseignant pour favoriser donc les raisons d'agir, les intentions ou les préoccupations en termes de contenu, en termes de ce qui se joue dans la classe qui aurait pu échapper à un observateur. Quelles sont tes préoccupations? Tu cherches à faire quoi? Tu t'attends à quoi? Qu'est-ce qui t'a conduit à agir ainsi, etc. Ce n'est pas une enquête policière, mais c'est simplement de comprendre les attentes ou les intentions de l'enseignant et de repérer avec des critères simples de description ce qu'on voit dans la classe, pour éventuellement voir des décalages. C'est à ce moment-là qu'on peut imaginer qu'il y ait une évaluation. Non pas une évaluation sanction, mais une évaluation des intentions et des moyens mis en jeu par rapport aux intentions. Pour essayer de comprendre si effectivement les intentions sont parvenues au but escompté, ou si au contraire il y a une sorte de non-adéquation des moyens par rapport aux intentions qui étaient envisagées. Et donc ici, on peut imaginer que il y avait une intention par rapport à la réussite de tous les élèves et que la situation montre de façon très tangible qu'il y a des difficultés pour certains, etc. Donc ici, les collègues trouvent que c'est une situation qui n'est pas forcément facile lorsqu'en plus on est enseignant, qu'on n'est pas en voie de titularisation ou qu'on n'est pas dans un format de tuteur par rapport à un professeur stagiaire, mais progressivement, il crée cette confiance favorisant et c'est souvent ceux qui sont observés qui sont plus durs que les personnes qui observent. Et on recherche après, et c'est la partie la plus intéressante, des solutions conjointes pour essayer de prioriser des actions possibles, compatibles avec le contexte d'enseignement. Là, ça peut être un travail qui est disciplinaire ou transversal. Et c'est très intéressant de voir comment il y a une valeur ajoutée de voir un collègue non spécialiste de la discipline par rapport à ce qui se joue dans la situation, en sachant qu'également, les deux sont très complémentaires en tout cas. Voilà, donc c'est une méthodologie qui est un peu longue, mais qui permet d'avoir ce genre de situation. Je vous en décris 3 très rapidement. Une débutante, on a ici 2 collègues en histoire et géographie,
qui adopte cette méthodologie avec beaucoup de finesse. Une débutante, même si 3 ans, une expérience de 3 ans, c'est plus tout à fait débutant, mais on est quand même dans les premières années dans l'entrée dans le métier, qui décrit, qui analyse l'activité de sa collègue plus chevronnée et qui apprend d'une situation problématique globalement maîtrisée. À un moment donné, il y a une situation qui est potentiellement litigieuse, qui pourrait déraper. Elle voit comment la collègue s'emploie dans la situation pour maîtriser la situation. Et c'est vraiment assez remarquable de voir comment, en décrivant l'activité d'autrui, elle fait son miel, elle voit des pistes possibles pour sa propre activité, et toutes les deux réfléchissent à d'autres solutions possibles. C'est de l'analyse de pratique, certes, mais outillée méthodologiquement, avec beaucoup de respect des personnes, et on pourrait presque imaginer ici une situation qui serait inversée, c'est-à-dire d'une plus chevronnée qui ait un conseil de tuteur ou de tutrice par rapport à une débutante. C'est l'inverse. C'est une collègue qui lit et qui rend intelligible l'activité d'autrui et qui comprend mieux ses propres difficultés dans la situation. Un autre cas d'un enseignant expérimenté qui sollicite l'aide de sa collègue et qui est plutôt cette fois-ci débutante, en arts plastiques tous les deux, face à une situation vécue pour sa part régulièrement de manière insatisfaisante. Là aussi, il y a une sorte d'inversion qui peut faire réfléchir, qui peut surprendre, puisque vous avez le collègue qui a une dizaine d'années d'expérience, qui dit on peut revenir en arrière sur la vidéo, attends, reviens, recale la vidéo, tu vois là, à ce moment-là, je suis toujours insatisfait de cette situation-là, les élèves ne m'écoutent plus, et régulièrement je m'interroge sur la façon de faire, etc. Et il sollicite sa collègue pour réfléchir ensemble, entre professionnels, par rapport à une situation problématique. Et il me semble que dans toutes les situations qui vont être proposées au niveau de la réforme, il y aura des moments, des passages difficiles, des passages à risque, des moments insolubles qui vont mettre tout le monde en difficulté. Et là, l'idée, c'est de mobiliser l'ensemble de l'expertise du collectif, ici c'est simplement 2 personnes, pour pouvoir trouver des solutions communes. Ça change un peu quand même la culture et les mentalités. C'est une autre façon d'apercevoir, d'appréhender le métier en mobilisant les expériences qui sont de nature différente au service d'un projet collectif. Je prendrai un dernier exemple d'une enseignante, cette fois-ci chevronnée, on est en français, avec sa collègue qui est en situation un peu difficile, dans une situation où les collègues, je vais le dire comme ça, on est dans une sorte de partie de ping-pong, c'est elle qui décrit cela. On se retrouve avec une situation où l'enseignante intervient, réagit à chacune des demandes individuelles, et ne parvient pas à construire le collectif. Elle est en permanence dans des rixes individuels, de réponse à élève, le cours patine et la situation reste relativement bloquée. Et c'est sa collègue elle-même qui dit « tu es dans une partie de ping-pong, tu as 18 balles de tennis de table, tu les renvoies les unes après les autres, mais tu n'arrives pas à construire un collectif ». Et c'est super intéressant de voir comment, avec finesse, là je suis en train de vous montrer, je ne sais pas comment vous allez réagir, mais le potentiel et l'expertise même de collègues qui, formés à une méthodologie, arrivent à dire des choses très fines et qui en plus, moi, me surprennent et me rendent assez admiratif et qui me permettent de mieux comprendre l'accompagnement possible entre pairs. Mais ce n'est pas sans formateur, et ce n'est pas sans inspecteur, et ce n'est pas sans chercheur. Il faut arriver à créer cette synergie entre les différents points. Mais ce qui me semble intéressant ici, c'est que à la fois cette collègue identifie des normes de la culture locale de l'établissement. Alors je vais vite, mais ça m'a rappelé mes 2 premières années. En te voyant, je me retrouve moi-même dans la situation. On tombe tous dans le piège. Ça, c'est un truc que tu apprends ici. Il joue à faire durer l'entrée le plus longtemps. Et là, on est à la moitié de la leçon. On n'est pas simplement sur l'entrée. On se retrouve après sur des normes académiques qu'elle ne lâche pas. C'est tout à fait pertinent de voir qu'elle est exigeante sur des questions académiques de curriculum. Tu auras ton objectif, des moments d'échange sur le travail. Les contenus permettent d'aller rechercher une classe. Ton exercice à trous, il est trop restreint par rapport à la réflexion cognitive. Donc elle est exigeante et elle montre que ce qui est proposé aux élèves n'est pas suffisant. Et puis ensuite, elle repère des normes de viabilité qui correspondent à ses propres normes de viabilité, donc des normes interpersonnelles. Ça nous prend tant d'énergie et toi tu te fatigues, stopper cette dynamique épuisante, etc. Il me semble assez intéressant ici de voir que ses collègues accompagnateurs, il y a un vrai potentiel pour moi. Ça fait des années avec Patrick Rayou qu'on avait déjà réfléchi à ces perspectives-là il y a une dizaine d'années sur la coobservation entre pairs. On voit à la fois la culture, des éléments de culture locale, ces éléments d'exigence académique qui ne sont pas lâchés et ces normes de viabilité qui sont essentielles pour que les collègues comprennent les conseils d'autrui et éventuellement suivent les conseils qui sont proposés. Je reviendrai ici sur les propos de Philippe Mérieux, qui insistait beaucoup, mais vous connaissez ses propos, sur la notion de l'expert
en établissement. Bien sûr, hein, soyons très vigilants hein, par rapport à ces pistes que j'ouvre, hein, qui ne sont pas à prendre à la lettre, hein, mais qui sont là simplement pour nous mettre en mouvement. Pour lui, l'expert, ce n'est pas un modèle à imiter, mais quelqu'un qui est embarqué dans le même bateau et loin de toute position de jugement en surplomb, qui prend sa place dans le travail collectif. Il ne sert pas à grand-chose d'avoir dans une équipe une personne qui se contente de manière péremptoire de nous expliquer pourquoi le bateau coule. Il convient qu'au moins elle nous aide à écouper. Nous n'en serons que plus réceptifs ensuite à ces analyses qui nous permettront peut-être d'éviter de nouveaux naufrages. Là aussi, je trouve que de façon très métaphorique, il met bien en avant toute l'expertise de quelqu'un qui est à la fois un complice, quelqu'un qui est bienveillant et qui va pouvoir rendre compte d'une expérience et en tout cas délivrer à un moment donné des conseils qui seront peut-être plus judicieux. Et je m'aperçois que moi-même, des fois, les collègues me disent « Luc, t'es chercheur ». Et même les conseils que tu peux prodiguer ou ton expérience par rapport aux enseignants nous met forcément un peu en défaut. Tu as cette distance-là. Parfois, les conseils de mes propres collègues sont plus percutants et en tout cas me mettent plus en confiance pour pouvoir progresser. Donc je crois qu'on a tous à faire ici une réflexion, une introspection par rapport à cette pertinence-là. Un exemple d'organisation, et je vais conclure. Par rapport à ces perspectives d'observation croisée, on est ici sur des dispositifs où, par exemple, dans un établissement, il y a une centaine d'observations croisées entre collègues en début d'année. Dans un établissement un peu difficile, mais j'imagine que ça peut aussi nous stimuler par rapport à des établissements plus faciles, même si c'est forcément un challenge. La formule est la suivante, elle peut faire sourire. C'est une formule 2+1 avant les vacances de la Toussaint. Les 30% d'enseignants débutants, ça fait partie de leur obligation de service, ça a été voté au niveau du conseil d'administration. C'est inscrit donc dans le cadre, c'est présenté très tôt en début d'année. Il y a un programme sur l'année, c'est identifié, les collègues sont au courant. Ils doivent procéder à une observation d'un professeur dans sa discipline et, comme on vient de l'envisager ici, une méthodologie de débriefing par rapport à un thème qui est prédéfini. Lorsque c'est un débutant, c'est lui qui peut identifier le thème qui l'intéresse si l'observateur, qui est plutôt un professeur expérimenté d'établissement, l'accepte. Et puis après, une observation dans une autre discipline. Donc 2 observations de collègues, et là, il y a une vraie attente. Et nous avons ici des tableaux avec 90 observations qui se mettent en place. Tout le monde accepte, même les collègues qui, a priori, n'étaient pas forcément d'accord avec ça au départ. Et puis ensuite, il y a une intervention en classe qui va être observée, voire filmée avec cette méthodologie-là, dans le premier mois, dans les 3 premiers mois, dans l'année, etc. Et là aussi, on laisse beaucoup de liberté et on n'est pas du tout contraignant par rapport à ça, avec cette même méthodologie-là. Et en plus, il y a 3 séances de formation collective sur des thèmes communs, avec des heures qui ont été identifiées au départ. Alors bien sûr que c'est peut-être non pas un dispositif... non pas idéal du tout, mais en tout cas qui pose beaucoup de problèmes en termes d'organisation. Mais on voit qu'ici, dans ce genre de situation, ça génère vraiment une autre ambiance de travail, ça génère une confiance entre les collègues qui maintenant acceptent de parler de leurs difficultés, mettent en avant des situations qu'ils pointent comme problématiques. Et ce début d'année, ils ont identifié plein de thèmes qui sont pour eux prioritaires. Il a fallu qu'on se batte et qu'on choisisse, mais qu'on fasse aussi appel à des intervenants extérieurs pour éviter la consanguinité dans l'établissement, puisque on peut faire tourner des analyses de pratique et arriver vite à un niveau de stérilité ou d'infécondité. Donc là, il faut absolument avoir vraiment impulser des idées nouvelles et faire appel à des formateurs extérieurs qui ont une vraie compétence, une vraie valeur ajoutée par rapport à un thème professionnel. 2 mots de conclusion avant de vous laisser réagir. Quelles sont les orientations potentiellement généralisables? J'ai déjà présenté ce genre de liste un peu longue à l'après-vert, mais qui me semble être des points clés essentiels à prendre en compte. Il me semble que là, et aujourd'hui cette intervention me semble importante par rapport à ça, c'est vraiment l'équipe de pilotage qui a un rôle essentiel par rapport à ce type de professionnalisation, d'impulsion, d'une sorte de formation continuée tout au long de la vie, pour à la fois solliciter les enseignants en début de carrière, mais aussi stimuler les collègues en fin de carrière, les accompagner. Il me semble qu'il y a une problématique ici qui ne touche pas simplement que l'entrée dans le métier, mais l'ensemble des enseignants. Et devant une telle réforme, je pense qu'il y aura à créer ces espaces, ces lieux privilégiés où les collègues vont pouvoir se parler
et travailler et réfléchir ensemble. On a même des établissements qui le font de façon quasiment émergente et clandestine, qui ont organisé des temps de réflexion sur leur propre activité pour se redonner la main sur leur travail, sans que ça soit organisé institutionnellement. Et là, moi, j'ai trop vu la différence entre des situations qui pourraient être informelles, même je dirais de modus vivendi avec un chercheur, et après, lorsque cela est pris en compte et pris dans le cadre même du chef d'établissement avec une équipe de pilotage, ça n'a rien à voir. Ça a un effet quand même qui est beaucoup plus évident. J'ai insisté beaucoup de fois sur le cadre éthique, de bienveillance. Je voudrais insister bien sûr sur ce volume horaire, mais j'aimerais rêver avec vous, et puis on est là aussi pour transformer le système éducatif, pour que progressivement on ait ces formations intégrées, continues, avec une sorte de culture progressive de ces modalités réflexives d'analyse de l'activité professionnelle, au service des élèves et des enseignants. Des périodes de l'année qu'il va falloir identifier, et vous le savez tous, comme plus ou moins favorables par rapport à cette formation en établissement. Je les identifie très bien sur les 3 premiers mois de l'année, sur cette difficulté au mois de janvier. Enfin, on pourrait faire ici une sorte d'annualisation avec des temps forts et des temps faibles où il faut laisser souffler les enseignants ou au contraire créer des moments très opportuns pour la formation. Il me semble ici que le but, c'est pas de tout faire au niveau de la formation en établissement, mais qu'il faut construire une sorte, bien sûr, il faudrait avoir plein de moyens, je rêve encore, j'insiste bien, de formation avec plusieurs logiques, individuelles et collectives, disciplinaires et transversales, bien sûr avec ou sans vidéo, il n'y a pas du tout d'hégémonie par rapport à ce type de support, sans oublier les formations académiques, etc. Des formations également multi- ou pluricatégorielles où il faut embarquer, enrôler les CPE, les assistants, etc. Enfin, toutes les personnes qui vont avoir un rôle pour pouvoir construire plus largement cette culture d'établissement. Et puis cibler ces thèmes collectifs qui vont concerner tout le monde et qui peuvent être des fils rouges, des fils d'Ariane sur une année, non pas simplement des thèmes qui seraient très ponctuels et fugaces, éphémères, sans portée. Il me semble qu'il faudrait pouvoir, en plus avec cette autonomisation des établissements, identifier un projet disciplinaire particulier et éventuellement un projet transversal saillant qui va traverser l'ensemble des équipes disciplinaires. Je termine, j'ai insisté sur cette nécessité de former des formateurs en interne, d'articuler les formations nationales, académiques, mais aussi en local. Pour moi, la formation en établissement, c'est la courroie de transmission, c'est la clé de voûte de la réussite de la réforme. Si on loupe ça, si on ne mobilise pas ces collectifs enseignants, on va passer à côté et on va avoir ce que j'ai pu montrer au début, des désagréments, des perturbations sans effet directement par rapport aux apprentissages des élèves. Ma conclusion, elle serait en 3 points. C'est ce développement professionnel continu, ça existe dans plein d'autres pays à l'international. On est en retard en France par rapport à ces questions-là. Beaucoup de collègues sont très inspirés au Canada par rapport à j'évoque ici les travaux de Martine Saint-Germain, l'importance de ces zones de confiance entre professionnels, sur toutes les étapes préliminaires nécessaires, alors que nous, dans notre culture française, on est trop rapidement surplombant, stigmatisant, véhément, dans notre façon de percevoir l'activité d'autrui. On est dans cette sorte de culture, pas méprisante, mais parfois très critique, alors que toute la culture, en tout cas québécoise, insiste sur la mise en confiance, sur la nécessité de donner 15 bons conseils avant de voir des choses plus agréables, etc. Et je pense que là-dessus, on est culturellement un peu en décalage et on voit les effets que ça génère sur nos propres formations. Des zones d'exploration, mais aussi d'émancipation. Donc là, on voit cette nécessité d'ouverture au debout, en prenant l'autre, en construisant, en tissant cette confiance et en envisageant ensuite une émancipation. J'ai insisté sur la formation continue et sur ces nouvelles alliances qu'il faut absolument construire entre les chercheurs, que je ne mettrai pas en premier, excusez-moi, c'est une maladresse, ces formateurs, ces enseignants, les chefs d'établissement, les inspecteurs, pour former ces collectifs à plusieurs échelles, dans les établissements, mais aussi au niveau national et académique. Voilà. Je voudrais vous écouter. Merci en tout cas de m'avoir écouté aussi longtemps.